ça commence bien. Comment prends-tu soin de ta relation aux autres? Mmh, alors les autres, il y a plein de formes d'autres. Il y a les gens qui sont très proches, il y a la famille, il y a les amis, il y a les gens qu'on connaît pas. Et du coup, j'imagine qu'il y a plein de manières de prendre soin. Mais moi, je crois que ce que je préfère, c'est de faire attention aux détails, aux petits détails, aux petits besoins d'être entendu, écouté parfois. Par exemple, tu vois, hier, j'étais dans une expo et à un moment, il y a une petite fille qui était en face de moi et elle s'est mise à me parler. Et en fait, je sentais qu'elle avait besoin de parler. Et du coup, cette petite fille a commencé à nous raconter plein de choses de sa vie, du haut de ses 7 ans, avec ses parents divorcés, est-ce que ça, voilà. Et du coup, on a discuté presque 40 minutes. Euh, et en fait, ce qui faisait que la discussion marchait, c'est que bah, je lui posais des questions de relance. Donc j'imagine que c'est oui, c'est le soin par écouter et faire attention aux détails. Quand je dis attention aux détails, c'est est-ce qu'un tel aime ceci ou cela? Est-ce que, tu vois, qu'est-ce qui va faire plaisir? Quelle est la couleur préférée? Alors du coup, des fois, quand je me trompe, je m'en veux terriblement. Par exemple, à ma meilleure amie, je lui ai offert un bijou et en fait, je savais qu'elle préférait l'argent, mais sur le moment, j'ai été attirée par ce bijou couleur or. Et ça n'allait pas. Une fois sur elle, je m'en suis voulu. Donc, du coup, des fois, prendre soin de la relation aux autres, c'est ça, mais des fois, moi, ça me coûte aussi un peu. Euh, voilà, et puis dans la famille, les proches, bah, c'est pareil, en fait, hein. C'est de la disponibilité, de l'écoute. Euh, essayer de se souvenir ce que chacun préfère, quels sont les sujets que les personnes ont en eux, soit en ce moment, soit tout le temps. Euh, et du coup, c'est de l'écoute et des petits gestes aussi. Ok. Je pense que c'est un bon résumé. Mais cette question, ce serait chouette de la partager avec les autres pour voir ce que ça évoque. Ouf, que cherches-tu à vivre? Rien que ça. Rien que ça, tout simplement. Ben oui. Que cherches-tu à vivre? Hmm. De la joie, du lâcher-prise, de l'apprentissage. J'ai envie de... J'ai envie d'oser des trucs. Ça, je crois que c'est passé la quarantaine. T'as envie d'oser des trucs et de manière un peu plus libre. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de allez, c'est bon, maintenant on y va, on s'amuse. Voilà, ce que je cherche à vivre, c'est ouais, de la joie, du lâcher-prise, de l'apprentissage. J'ai envie d'apprendre plein de trucs et j'ai envie de pouvoir aussi transmettre un peu. J'ai envie de créer. Est-ce que c'est ce que je cherche tu à vivre? Est-ce que je réponds à la question? Oui, je crois que oui. Et puis bien sûr l'amour, parce que sinon on s'ennuie un peu, hein. Mais c'est pas une recherche l'amour, c'est plus comme une évidence. Que cherches-tu à vivre? Alors, chercher, il y a quelque chose de très actif. Globalement, mon chemin de vie, j'ai été plutôt alignée avec moi-même. Par contre, là, il y a des choses qui ont changé. Et je crois que la recherche, c'est de l'ordre de la liberté. Et de la liberté d'être ce qui me fait plaisir et de faire ce qui me fait plaisir et de le faire en... En fait, peut-être que ce que j'ai dépassé, c'est un peu la question du regard des autres. Et donc, c'est là où je te rejoins par rapport à ta proposition. C'est, je suis plus dans la question des attentes. En tout cas, j'essaye de ne plus être dans Ouais, la question des attentes. Ça, c'est encore plus honnête. Parce qu'on fonctionne ouais. quand même encore, en tout cas moi, mais je pense les femmes, quand je dis on, je pense aux femmes, aux mamans. Il y a cette question
existe aussi beaucoup par le regard des autres d'une certaine manière. Et puis là, moi ça y est, j'ai un peu quitté le registre de la belle gosse, qui était un truc qu'on m'avait beaucoup assigné. Ah, t'es petite, t'es blonde, t'as les yeux bleus, ça y est, c'était vraiment... Donc ça, j'ai un peu laissé de côté là, du fait aussi de la maladie que je viens de traverser. Et ça m'a donné une grande liberté. Et en fait, cette question de recherche de liberté, elle est là, là. Ouais. Et ça inclut de pouvoir dire, j'ai envie de faire ça. Ouais. Et d'oser l'assumer, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre de oser, quoi. Mais du coup, ouais, je pense que c'est le principal sujet aujourd'hui pour moi. Eh bien, la première réponse qui me vient, c'est malheureusement oui. Et ça rejoint la réponse précédente. C'est qu'en fait, oui, j'ai eu tendance à faire beaucoup de compromis par rapport aux attentes que je recevais. Et là, justement, j'essaye de moins en faire, de savoir mieux dire, ça me convient pas, en fait. Parce que dans le compromis, il y a la compromission, il y a quelque chose de l'ordre du renoncement, il y a quelque chose qui peut être difficile. C'est pas une convergence, un compromis. C'est chacun renonce. Sur le théâtre des négociations, la forme du compromis, c'est pas forcément ma forme préférée. Je préfère qu'on converge, je préfère qu'on s'accorde, je préfère des concordances, tu vois. Et donc, j'essaye de faire de moins en moins facilement des compromis. Aujourd'hui, bah, par exemple, dans le travail, là, on a mis en place au sein de notre association de la gestion par consentement. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça oblige à réfléchir à comment fabriquer du consensus. Et du coup, c'est pas du compromis, c'est pas du ventre mou qu'on recherche. Ouais. On est une petite organisation, du coup, c'est possible. C'est pas tout le temps facile, mais c'est vraiment chouette parce que ça fabrique de l'adhésion dans les décisions. Et ça me plaît. Mais la question, c'est voilà, que ce soit pas du ventre mou, c'est de la... que ce soit pas... le but, c'est pas d'arriver à que du gris neutre. C'est d'arriver à quelque chose qui a de l'intensité dans la décision. Chaud. Habituellement, groupe. Est-ce que ça existe déjà? Quel groupe? Quoi, qu'est-ce, comment? Non, Joker, je ne sais pas. C'est trop difficile. Ça me ramène à trop de... Questionnement. Ça me ramène à trop de... D'insécurité. Ouais, un peu. Oui, un peu, ouais. Un peu. Je préfère avoir raison en étant heureuse. Je préfère être heureuse d'avoir raison. Ok. Non, je ne sais pas. Tu préfères avoir raison ou être heureux? Je m'en fous d'avoir raison. Il y a plein de moments où je m'en fous d'avoir raison. Je le dis en jeu là, mais après ça dépend pourquoi. Hein, je préfère avoir raison de me dire que les droits humains sont fondamentaux face à des gens qui ne pensent pas ça, mais en même temps, parfois ce sont des dialogues de sourds là, à l'heure actuelle, donc finalement... Est-ce important d'avoir raison? Je ne sais pas. Tout de suite, la question m'a renvoyée à des questions politiques, et notamment dans le travail. Parfois, je suis en réunion publique. Moi, je travaille sur des sujets d'inclusion sociale avec des personnes exilées, avec des personnes qui vivent à la rue, et donc je suis confrontée très régulièrement à des formes de racisme ordinaire. Ouais. Et face à des gens qui m'expliquent que, bah non, ces gens-là, on n'en veut pas près de chez nous, et ben là, je préfère avoir raison. Et je préfère même parfois dire, je comprends votre point de vue, et pour autant, je ne le partage pas. Et on n'arrivera pas à se retrouver, mais c'est pas grave. Dans ces moments-là, je ne lâche pas, tu vois, parce que ça me paraît trop important. Bien sûr. Et j'ai été...
parfois prise à partie par des gens dans réunion publique en disant oui, mais vous êtes des droits de l'homiste, féministes, écologistes. Tu vois, c'était comme des insultes. Merci. Merci beaucoup. Mais là, dans ces moments-là, moi, je ne veux pas lâcher et je préfère avoir raison. Après, sur des choses du quotidien, de plus en plus, je te rejoins. Moi, je préfère ne pas entrer dans des espèces de débats sans fin avec les gens qui montent dans les tours. À un moment, c'est lâche. Tu vois, moi, j'avais envie d'avoir une espèce de kit de survie anti-racisme. Ouais. Pour pouvoir, sans être dans le truc de je veux avoir raison à tout prix, mais pouvoir quand même suffisamment contre-argumenter. Avoir des arguments pour pas directs. Subir, ouais, bien sûr. Et pour dire, ça c'est du racisme. Voilà. Ça c'est pénalement répréhensible. Voilà, exactement. Ça c'est pas ok. Exactement. Et d'ailleurs, dans ce contexte où, si tu veux, dans les repas de famille, moi j'ai une partie de ma famille qui est dans le Gard. Et là, c'était vraiment des convaincus. Mais moi, ils me terrifient, quoi. D'être convaincus que la solution, c'est le Rassemblement national. Je suis terrifiée. Et en même temps, à table, je suis contente qu'on arrive à en parler, mais sans que ça finisse par se mettre sur la gueule, tu vois. Donc, c'est pas forcément de vouloir avoir raison, mais c'est au moins de vouloir que ça discute, quoi. En fait, moi, je fais un peu tous les jours quelque chose pour moi. Notamment écrire dans mon carnet, dans mon journal. Ça, c'est quelque chose que je fais pour moi, de manière vraiment régulière. Faire un collage, un dessin, prendre un temps pour redescendre, calmer le mental, le corps, prendre le temps de respirer, prendre le temps de... Du coup, moi, je cultive ça d'autant plus là, dans la période que je traverse, je cultive ça tous les jours. Et ça peut être un temps très court. Ça peut être 3 à 4 minutes. Des fois, je prends plus, tu vois. Mais ouais, moi, je pense que c'est important de faire des choses pour soi-même un petit peu tous les jours. Ça permet d'être plus disponible pour les autres. Tu fais ça depuis toujours ou il y a eu un moment où tu as appris à t'offrir ces temps pour toi ou c'est quelque chose vraiment avec lequel ça a été facile depuis longtemps? Le dessin, je fais ça depuis toujours. Depuis vraiment enfant, c'est le rapport au dessin, le fait d'être concentré sur ma page, c'est quelque chose qui m'a toujours apaisée, qui a toujours été un moment d'évasion intérieure, mais en lien avec les autres, hein, mais, qui est comme une sorte de parenthèse suspendue. Et puis, l'art du carnet de croquis, je l'ai appris dans mes études d'art appliqué. Mais à cette époque, mes carnets de croquis étaient très décousus. Et je me suis mise à écrire il y a mes premiers, vraiment, où c'est un journal, où il y a du texte et du dessin et du collage et c'est venu avec les cahiers de voyage. Ça doit faire, je dirais 15, peut-être 15-20 ans maintenant que je fais ça. Pas toujours de manière aussi régulière, mais là, depuis 4 ans, 5 ans, c'est très très régulier. Ouais. Et puis maintenant, j'ai vraiment un format de carnet auquel je tiens. Dès qu'il va se finir, je rachète le même. C'est quelque chose d'important pour moi. Cette continuité, cette manière de mettre en récit. Je ne sais pas si j'aimerais qu'un jour ce soit lu. Je ne le fais pas pour que ce soit lu. Je ne sais pas si je serais confortable avec l'idée que ce soit lu. Par contre, pour moi, c'est ok que les gens les feuillettent comme ça, mais c'est pas un journal intime. C'est un journal de bord, mais il y a de l'intime dedans. Parce que dans un journal de bord du quotidien, il y a aussi de l'intime. Mais un jour, je ne serai plus là. Et les carnets de la trace. Quand mes filles les trouveront, est-ce qu'elles les liront, qu'est-ce qu'elles en... Je ne sais pas en fait. Ça, tu vois, c'est des trucs... on m'a posé la question dernièrement et ça m'a généré une angoisse
terrible parce que je ne l'ai pas fait en me projetant jusque-là. Moi, je le fais pour le faire dans le quotidien et pour justement prendre un temps pour toi. Faire quelque chose pour moi. Non, bah c'est ça mon carnet. C'est quelque chose qui est vraiment fourni, feuillu, foisonnant. C'est ça que je fais pour moi. C'est ça que je fais pour moi de manière quotidienne. Pour être aligné, pour travailler l'alignement de mois en mois. La gestion du stress et puis aussi travailler le chemin parcouru. Je ne les relis pas parce que quand je les relis, j'ai une petite musique intérieure qui me dit que c'est pas assez bien écrit, là il y a une faute et puis gna 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 et puis gna gna gna. Et en fait, le fait de relire, ça m'empêche d'écrire librement. Ok. Et de... Oui, toi tu cherches à ce que ça reste spontané. Exact. Et donc la petite machine à jugement, tu essayes de pas appuyer sur le bouton histoire d'être peinard, d'être libre et de cultiver la liberté. Exactement. Ouais, très bien. Par contre, il peut m'arriver alors ne pas les relire d'une traite, non. Mais il peut m'arriver de me dire, ah attends, il s'était passé ça, et je retourne voir. Ouais. Et à ce moment-là, je regarde cet instant T. Ouais. Ah oui, j'en étais là. Mais par contre, les lire comme on lit un roman, non. Vraiment, non. Et je ne veux pas le faire. Parce que ça couperait la partie plaisante de l'expérience. Moi, faire quelque chose pour moi, c'est me reconnecter au ici et maintenant dans un parcours de vie. C'est me dire, ah tiens, là je ressens ça, je vis ça, j'apprends ça, je traverse ça. Oh, j'ai des souvenirs qui me reviennent, mais comment je les vis maintenant. Et en fait, c'est plus ça qui m'intéresse dans l'expérience de l'écriture du journal. Donc relire est accessoire. Aucun intérêt, c'est pas le projet. C'est pas le projet en effet. Et puis moi, ça me déclenche vraiment les petites voix à jugement. Non, on ne lit pas. Merci. Oui, la gratitude me parle. Oui, 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 oui. La gratitude me parle énormément. La gratitude que moi j'éprouve, mais aussi celle que je reçois, pas faire ça, sont des choses qui me parlent énormément, qui fabriquent de la douceur, qui fabriquent de la confiance, qui fabriquent de la bienveillance, ça va avec pour moi. Moi, ça m'aide à avancer, la gratitude. Ça m'aide à construire l'espoir. C'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup.